Salut, aujourd'hui on s'attaque à un morceau vraiment central du programme de NSI en terminale, la modularité. On va voir ensemble comment on passe d'un petit script qui, fait le job, à un code vraiment bien structuré, solide et surtout qui va te rapporter des points au bac. Allez, tiens-toi prêt, on commence. Alors voilà notre plein de bataille. On va démarrer avec un problème bien concret, le paradoxe des anniversaires. À partir de là, on va voir comment optimiser notre premier jet de code. Ensuite, et ça c'est une étape super importante, on va définir ce qu'est une interface. Puis on verra comment on peut emballer notre logique dans un module, comment le rendre costaud avec la gestion des exceptions, et pour finir bien sûr, on fait une synthèse spéciale Objective-Back avec la méthode qu'on attend de toi. Allez, on attaque direct avec notre première partie, le paradoxe des anniversaires. Tu vas voir, pour bien piger les concepts, il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret. On va partir d'un problème assez classique qui mélange un peu de proba, d'algo, bref, un sujet parfait pour voir exactement ce qu'on va te demander au bac. La question a l'air toute simple, non? Et pourtant, la réponse, c'est qu'il y a plus de 50% de chances. C'est assez fou, c'est complètement contre-intuitif. Mais attention, ce qui nous intéresse, nous, en NSI, c'est pas tant le résultat, c'est la méthode. C'est comment on fait pour écrire un programme qui vérifie ça, mais surtout qui le vérifie efficacement. Voilà, c'est ça notre point de départ. Ok, alors regarde cette première version du code, c'est la plus simple, la plus intuitive. On crée une liste, et puis pour chaque nouvel anniversaire, on regarde dans toute la liste si on l'a déjà vu. Bon, ça marche, mais attention, ça c'est un piège classique de chez classique. Le problème c'est la complexité. Une recherche dans une liste, ça n'est pas instantané. Plus ta liste S devient grande, plus chaque recherche X in S va ramer. Et ça c'est le réflexe que tu dois avoir pour le bac, te demander tout de suite, ok, c'est quoi la complexité de ce que je viens d'écrire, est-ce que je peux faire mieux ? Et voilà, on enchaîne sur la deuxième partie, la quête du code efficace. Parce que cette question, elle nous amène vraiment au cœur du sujet. Un code qui marche et qui donne le bon résultat, franchement, c'est la base. En terminale, ce qu'on attend de toi, c'est plus que ça. C'est de savoir analyser et surtout de produire un code qui soit efficace. Donc on se retrouve avec deux approches. D'un côté, on a la solution facile, celle qui est simple à écrire et à comprendre, mais qui est lente. De l'autre, on a une solution beaucoup plus experte, on va dire, qui utilise un tableau de bits. Là, la logique est plus tordue, c'est clair, mais à l'exécution, c'est quasi instantané. Et ça, c'est un compromis, un trade-off, comme on dit, qui est hyper classique en informatique. Simplicité du code contre performance. Savoir repérer ça et justifier ton choix, c'est vraiment une compétence clé pour le bac. Alors sans plonger dans tous les détails techniques, l'idée en gros c'est d'utiliser les bits d'un seul grand nombre pour représenter les 366 jours de l'année. Imagine que chaque jour c'est un petit interrupteur, un bit. Si le bit est à 1, ça veut dire qu'on a déjà vu cette date. Et le truc génial c'est que les opérations pour allumer ces interrupteurs, le décalage de bit / ou le ou binaire //, ça pour un processeur c'est ultra rapide. Le gain en performance est juste spectaculaire. On passe à la troisième partie, l'interface, ou la règle du jeu. Ok, maintenant on va prendre un peu de hauteur. Qu'on utilise une liste ou un tableau de bits, au final, peu importe. Notre besoin, lui, il n'a pas changé. On a besoin de 3 choses. Créer un ensemble, y ajouter une date, et vérifier si une date est déjà dedans. Eh bien ça, cette démarche de séparer le besoin de la solution technique, c'est ça qu'on appelle l'abstraction. On sépare le quoi du comment. Et cette idée, elle est vraiment fondamentale. Plutôt que d'écrire un énorme bloc de code tout en un, on va le découper en petites fonctions logiques. Chacune aura une seule et unique mission. Et ça, c'est la base de ce qu'on appelle la programmation modulaire. Et ce tableau, c'est exactement ça, notre interface. Il faut vraiment que tu le vois comme un contrat. Ce contrat, il dit, voilà les fonctions qui existent. Créer, contient, ajoute. Voilà ce qu'elles attendent comme argument et voilà ce qu'elles sont censées renvoyer. Mais, et c'est ça le point crucial, le contrat ne dit absolument rien sur comment c'est fait à l'intérieur. C'est vraiment la séparation la plus importante de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà la définition à retenir par cœur. Une interface, c'est un contrat qui définit les fonctions disponibles, leurs paramètres, ce qu'elles doivent faire, mais surtout pas comment elles le font. C'est la façade publique de ton code. L'analogie du menu au resto, elle est parfaite. Tu sais ce que tu peux commander, tu sais ce que tu vas avoir dans ton assiette, mais t'as pas besoin de connaître la recette du chef en cuisine. Allez, quatrième partie, module et encapsulation. Bon, maintenant qu'on a notre contrat, notre interface, on va voir comment on s'en sert pour construire une sorte de boîte noire qui va cacher toute la complexité à l'intérieur. Là, ce qu'on voit, ça illustre parfaitement le concept. À gauche, on a notre module, le fichier dates.py. C'est là-dedans qu'il y a toute la logique compliquée avec les bits. C'est notre cuisine, si tu veux. Et à droite, on a le programme principal, le client. Lui, il se contente d'importer et d'utiliser les fonctions créer, contient et ajoute. Il ne voit absolument jamais ce qui se passe à l'intérieur du module. Et là, attention, c'est le point le plus important. C'est que, comme on respecte l'interface, on peut complètement changer le moteur.
Je veux dire, on peut jeter le code de dates.py et le remplacer par un autre, passer de la liste au tableau de bits par exemple. Eh bien, on n'aura pas besoin de changer une seule ligne du programme principal. Et ça, c'est toute la puissance de la modularité. Ce principe, ça porte un nom, ça s'appelle l'encapsulation. L'idée, c'est de cacher tous les détails complexes de l'implémentation derrière une interface simple et publique. C'est un peu comme la coque de ton smartphone. Tu utilises l'écran tactile, les boutons, ça, c'est l'interface. Mais tu n'as pas besoin de savoir comment sont faits les circuits à l'intérieur. Ça, c'est l'implémentation. Grâce à ça, le code devient bien plus sûr et surtout beaucoup plus simple à maintenir et à faire évoluer. Cinquième partie, on va parler de la gestion de l'inattendu, avec les exceptions. Parce qu'un bon code, un code robuste, ce n'est pas juste un code qui marche quand tout va bien. C'est aussi un code qui sait anticiper les problèmes. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un essaye d'entrer une date qui n'existe pas? Et ben voilà ce qui se passe. Si on tente d'ajouter la date 421, par exemple, qui n'existe évidemment pas, notre programme, avec le tableau de bits, il croche, il nous sort une index-erreur, une erreur bien technique que l'utilisateur ne peut pas comprendre, le programme s'arrête net. Et ça, pour un logiciel qui se veut un minimum robuste, c'est juste inacceptable. Donc, la bonne pratique, c'est de prendre les devants. On vérifie les données dès qu'elles arrivent. C'est ce qu'on appelle une précondition. Dans notre fonction ajoute, on va rajouter un petit test. Si la date n'est pas entre 0 et 365, on ne laisse pas le programme planter tout seul. Non, c'est nous qui allons lever une exception, ici une value error, avec un message clair. En gros, on prend le contrôle de l'erreur. Et du coup, du côté du programme principal, celui qui utilise notre module, on peut maintenant anticiper ce problème. On va emballer l'appel à notre fonction qui pourrait poser problème dans un bloc try, et juste en dessous, dans un bloc except, on explique quoi faire si jamais on attrape cette fameuse value error. Et voilà, le programme ne plante plus, il gère l'erreur proprement. Ok, dernière partie, et pas des moindres, Objective Back. Allez, on résume tout ça. Là, c'est le moment de bien se concentrer. Voici ce que tu dois absolument retenir et savoir appliquer le jour J. Retiens bien ces 4 concepts clés. Premièrement, le module. C'est ta brique de code réutilisable, ton fichier .py. Deuxièmement, l'interface. C'est le contrat, la notice d'utilisation de ton module. Troisièmement, l'encapsulation. C'est le principe de cacher la complexité derrière l'interface. Et enfin, l'exception. C'est le signal que tu envoies pour gérer une erreur sans te faire planter. Ces 4 définitions, tu dois les maîtriser sur le bout des doigts. Et surtout, voilà la méthode à suivre pour n'importe quel exercice type back. Retiens bien cet ordre, c'est crucial. On ne se jette jamais sur le code en premier. Jamais. D'abord, on analyse le problème, de quoi j'ai besoin. 2, on définit l'interface, quelles fonctions, avec quels arguments. 3, on choisit la bonne implémentation, la structure de données la plus efficace. 4, et seulement à ce moment-là, on se met à coder. Et enfin 5, on blinde le tout en gérant les erreurs et les cas limites. C'est cette démarche-là qui fera toute la différence. Et on termine avec une question pour toi. La prochaine fois que tu te lanceras dans un projet de code, par où tu vas commencer? Est-ce que tu vas foncer tête baissée sur la première ligne de code ou est-ce que tu vas d'abord prendre le temps de définir ton interface? C'est vraiment ce changement de mentalité qui fait la différence entre quelqu'un qui écrit des scripts et un vrai développeur. Allez, bon courage pour tes révisions.